Salut à tous, bienvenue, c'est Bismart au sommaire, alors émission interview comme on le fait régulièrement avec deux grands sujets, deux grandes mutations dont je vous parle quand même très régulièrement. D'abord Eric Saint-Frison qui vient nous voir régulièrement sur les mutations de l'automobile, inauguration hier d'une importante usine de batterie dans le nord de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel Macron qui laisse entendre qu'il va y avoir de nouvelles règles pour fixer le bonus-malus automobile, règles en fonction du site de construction des automobiles. Est-ce que ça peut freiner la spectaculaire offensive des constructeurs chinois? On va voir ça. Et puis, deuxième partie autour du travail. Alors là, pour le coup, vous le vivez, nous le vivons. La révolution du travail sous toutes ses formes, mais c'est plus la révolution sous sa forme sociale, légale, droit du travail qui nous intéresse avec l'avocat Emmanuel Barbara. On discutera notamment des dernières revendications de l'intersyndicale sur l'annulation des ordonnances Pénicaud de 2017. Ligne rouge absolue, a dit le patron des patrons qui s'en va, Geoffroy Roux de Bézieux, mais c'est sans doute repris par l'une ou l'autre de ses successeurs. C'est parti, c'est Bismart. Et on commence donc avec Eric Saint-Frison. Salut Eric, consultant automobile. J'ai mis les mutations de l'automobile, comme ça on est tranquille. On parle de tout ensemble pendant une demi-heure. Mais évidemment, on démarre avec ce qui fait l'actualité du moment. Enfin, au moment où on enregistre cet entretien, c'est donc l'inauguration à Douvrin, enfin entre Lens et Lille, de la première usine géante de batteries électriques en France. J'ai lu le chiffre de 7 milliards d'euros d'investissement dans les années qui viennent autour de cette usine. Enfin, tout ce qui va monter petit à petit. Là, on comprend bien qu'ils ont inauguré une coquille vide. Ils ont posé la plaque, mais que ça va monter en puissance. Bon. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire qui, évidemment, on va tirer le fil et on va aller vers la voiture électrique, mais déjà, donc, il y a cette usine de batterie, Airbus de la batterie, pourquoi? Parce que co-entreprise entre Stellantis, Mercedes, oui, si je ne m'abuse, et puis les États français, allemands, qui sont là-dedans. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire? Alors, je voudrais juste te questionner sur le choix de l'Airbus de la batterie, parce que la vocation d'Airbus était de devenir un leader mondial de la production d'avions. La Gigafactory qu'on est en train de planifier, de construire dans le nord de la France, la somme des Gigafactories qu'on est en train de planifier, devrait déboucher en 2027 sur une production, une capacité d'environ 60 à 70 gigawattheure d'énergie. Pour te situer, c'est un peu moins que ce que la Pologne produit déjà maintenant. Donc, l'Airbus de la batterie... Sans déconner, c'est ça le rapport? 70 gigawattheures de production en Pologne aujourd'hui. La vision des investissements engagés aujourd'hui, c'est 60 gigawattheures à échéance 2027. Donc, on n'est pas dans la construction d'un monstre. On n'est même pas dans la construction de ce qui suffira à satisfaire la demande domestique. Donc, c'est bien, puisqu'on part de rien. Ça ne peut être que mieux. Mais on n'est pas dans quelque chose qui va devenir une action internationale. La Chine, en 2027, c'est 7000 gigawattheures de production de batteries. 7000, tu nous as dit tout à l'heure que nous, on en faisait 70, c'est ça? On va en faire 60. 60. Voilà. Et on va peser, en gros, ils font un petit pourcent. Je lisais qu'en gros, cette usine-là de Douvrin, les Chinois en avaient déjà 200 équivalentes. Oui. C'est ça le truc, voilà, ce qui je vais donner un autre met chiffre. à peu près. L'usine Tesla, développée en partenariat avec Panasonic, je crois, au Nevada, c'est 240 gigawattheures. L'usine, une seule. L'usine de Berlin, que Tesla est en train de finaliser, aujourd'hui, c'est 100 gigawattheures. La vision à pleine puissance, quand ils seront à fond, c'est 200 gigawattheures. Donc, qu'on soit ravis, heureux de voir s'installer des usines à 14, 20, 30 ou 40 gigawattheures, c'est bien. Mais enfin, il faut rester raisonnable. Nous sommes un nain de l'énergie électrique automobile. Nous resterons un nain. Il aurait mieux valu ne rien faire et dépenser cet argent ailleurs? Est-ce que c'est ça que... Non, ça nous amènera peut-être sur un autre sujet tout à l'heure, sur les carburants de synthèse. Non, parce que de toute façon, nous sommes aujourd'hui, parce que d'autres l'ont décidé, enfin des gens ont décidé que la voiture de demain, en tout cas un certain nombre de voitures de demain, seraient électriques. Pour qu'elles soient électriques, il faut qu'on leur mette de l'énergie dedans, donc il faut des batteries. Bien, on a
fabriquer une autoroute pour un pays qui savait le faire, qui maîtrisait la source qui permet de construire des batteries, l'ensemble des éléments, la batterie, les cellules, les cathodes, les anodes, les transformateurs, tout ce qui permet de fabriquer une batterie, les Chinois le contrôlent. Et battery management system, il y a du logiciel, c'est ce que j'ai compris aussi, qui est très important. De 70 à 80% des ressources nécessaires à la production des batteries sont sous le contrôle des Chinois. Grand bien leur face. On s'est mis pendant un siècle sous la dépendance des gens qui produisent du pétrole, on se met aujourd'hui sous la dépendance des gens qui produisent les minerais qui permettent de fabriquer des batteries. Mais non, puisque tu nous dis qu'il y en a en Pologne, puisque tu nous dis que Tesla est là avec ses 200 gigawattheures. Les gigafactories sont là-bas. Mais la matière première qui permet de produire une batterie est à 70 à 80% propriété ou détenue par des Chinois. Donc, nous sommes dépendants de la Chine pour la voiture électrique. Est-ce qu'il faut des voitures électriques ? Oui, il en faut. Il en faut dans tous les milieux urbains, il en faut dans tout un tas d'environnements dans lesquels il faut se déplacer sans générer de CO2. Mais il y a d'autres solutions pour répondre à ta question. Ouais, mais ça, Eric, c'est ton truc constant, et je t'en remercie d'ailleurs. Mais la messe est dite. La messe est dite en Europe. Même Tavares a rendu les armes. La messe est dite en Europe, Stéphane. Elle n'est pas du tout dite ailleurs. Nous sommes... Enfin, je rappelle quand même un chiffre important. Le monde, le parc automobile mondial, 1 milliard, 100 millions de voitures, on ne sait pas exactement, à peu près. Le parc automobile électrifié en Europe, aujourd'hui, c'est quelques millions d'unités. Il y a 1 milliard de véhicules. De voitures en circulation dans le monde, oui. Oui, c'est normal. Enfin, il faut déplacer les gens. Voilà, c'est les véhicules en général. Ouais, voilà. Donc, avant qu'on ait remplacé tout ça... Et en gros, ils s'en vendent quoi, juste pour qu'on ait, parce que les chiffres sont intéressants, une centaine de millions par an, c'est ça ? Non, le record historique, c'est on allait atteindre 100 millions quand la crise Covid nous a touché, d'accord. Voilà, on est redescendu brutalement à 60 millions et on est en train de remonter tout doucement la pente. On est environ à 70 millions, peut-être qu'on fera 75 millions cette année. 75 millions de voitures neuves qui sont destinées à des marchés comme l'Europe, qui sont à dominante électrique maintenant, enfin, où on pousse l'électrique. Enfin, l'électrique en France, au moment où je te parle, à fin avril, c'est... électrique, full électrique ou hybride rechargeable, donc les voitures à moteur thermique et un moteur électrique en plus, c'est 24% des ventes. Donc c'est encore 75% de thermique. Donc on n'est pas prêt de voir le parc électrifié. Eric, quand on se parlait ensemble il y a 3-4 ans, si je t'avais dit ce sera 25% des ventes en 2023, tu m'aurais ri au nez. Je t'aurais dit que j'étais pas d'accord. Ouais. Je t'aurais pas rayonné parce que je te respecte trop. Mais j'aurais eu une réaction un petit peu dure. Oui, ça a accéléré. Oui, les réglementations se sont accélérées. Et surtout, les constructeurs ont décidé d'arrêter la production de véhicules thermiques. Avec les conséquences que ça a. Le marché automobile, il va pas bien en Europe, des voitures neuves. On remonte légèrement. Fin du mois d'avril, on marchait globalement à plus 15% en voitures particulières. Mais on vient de tellement bas. Donc avant qu'on remonte, on ne remontera jamais d'ailleurs au niveau précédent. Pourquoi ? Parce que nous ne donnons pas, avec le coût de l'électrique, enfin de la production des voitures électriques, nous ne donnons pas les moyens à des gens qui en ont besoin d'accéder à la mobilité électrique. Et à part un ou deux constructeurs, dont Dacia, BYD qui va arriver bientôt avec une voiture qui n'est pas chère du tout d'ailleurs. Donc, à part ces constructeurs, la voiture électrique n'est pas à la portée de tous les consommateurs. C'est le prix, mais alors justement, on va parler du prix, on va enchaîner avec le prix. C'est le prix ou la grande confusion dans laquelle nous sommes tous, nous, consommateurs, qui amenons assez légitimement les agents économiques, parfois rationnels que nous sommes, à dire « Oula, je vais attendre un peu, que tout ça se calme, que la poussière retombe, et puis on verra dans 2-3 ans ce qu'il faut acheter comme modèle. » Oui. Alors, en fait, tu n'achètes pas quelque chose que tu ne comprends pas. Tu n'achètes pas quelque chose qui ne te rassure pas. Surtout quand cet objet, ce service, coûte un prix qui est suffisamment important pour impacter ta vie quotidienne. Tout à fait. Alors, pour autant, tu as besoin d'un outil de mobilité, tu as besoin d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire tes courses, de partir en vacances, d'aller voir la belle-mère, enfin, de faire ce que tu veux, d'aller à l'hôpital, d'aller voir ton médecin, d'aller travailler, parce que tu n'as pas les services publics qui sont à disposition partout comme tu le voudrais. Donc, tu as toujours besoin de voitures. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les ventes de voitures neuves restent basses. Franchement, elles restent basses. Que les ventes de voitures d'occasion, après la folie des années 2021-2022, post-Covid, besoin de s'équiper en voiture, c'est de nouveau calmé. En tout cas, sur les voitures les plus récentes et donc les plus chères. À l'inverse, les voitures les plus anciennes de plus de 15 ans, les ventes, elles explosent. Oui, mais c'est un peu logique. Et nous sommes dans une cubanisation, c'est un mot que j'aime bien, nous sommes dans une cubanisation du marché aujourd'hui, où nous sommes passés en 80 de 6,2 ans d'âge moyen d'une voiture en France à plus de 11 ans.
Donc le parc est en train de vieillir. Donc les voitures thermiques sont de plus en plus... les vieilles voitures thermiques sont de plus en plus présentes dans le parc automobile roulant, avec les problématiques qu'on connaît sur les émissions de gaz, les émissions de particules, les émissions de tout ce que tu peux trouver dans une voiture qui a 20 ans. En plus, c'est une mauvaise cubanisation, parce qu'on se retrouve avec des Scénic et pas avec les Chevrolet des années 60. Quoi. Il manque le côté brillant de la... Malgré tout le respect qu'on peut porter pour la voiture des années 50 avec voilà, ses gros c'était les années 50 même, c'est les années 50 l'image qu'on a de... grosses bagnoles, Donc on a une problématique qui est d'une complexité infinie. Je comprends, mais c'est assez logique avec le raisonnement que je te proposais. C'est-à-dire, si effectivement je suis complètement perdu, que je me dis dans 2-3 ans on y verra plus clair et que j'ai néanmoins besoin d'une voiture, oui, effectivement, je vais aller dépenser 5 ou 6 000 balles pour une Scénic qui va faire... Et je vais attendre de savoir... Quel type de batterie est le bon choix pour l'avenir? Quel prix je vais payer pour ma voiture? Quel mode d'accessibilité à l'automobile on va me proposer? Quel système de recharge on va me mettre à disposition? Pas uniquement sur les autoroutes, aussi là où j'habite ou là où je travaille. Combien je vais payer le kilowatt qu'il va falloir? Là-dessus, Eric, puisque c'est aussi de là-dessus, tu es vraiment expert là-dessus aussi. La promesse présidentielle d'Emmanuel Macron, donc de cette voiture électrique à 100 € par mois, cette offre de leasing qui a l'air... Alors il se trouve que le patron de CTLM, Flavien Levy, vient nous voir très régulièrement. Il a fait sur ce plateau un calcul... L'Observatoire de l'automobile. L'Observatoire de l'automobile. Il a fait sur ce plateau un calcul nous montrant que l'équation était insoluble pour lui. Voilà. À ce stade, il arrivait à 120, 140, mais il n'arrivait pas à 100 € en tirant vraiment tout. Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. J'aimerais rajouter quelque chose. En fait, qu'est-ce qui rend l'équation extraordinairement complexe? Dans le loyer que tu payes sur une voiture, qu'est-ce que tu payes? Tu payes le loyer de la partie que tu utilises de la voiture. Ouais. Tu as un acompte, éventuellement, donc tu peux régler ce curseur là où tu veux. Tu as une valeur résiduelle qui va déterminer le montant intermédiaire entre les deux qui va être à financer. C'est ça que tu vas louer. Absolument. Si tu ne connais pas la véritable valeur résiduelle, si tu ne veux pas prendre de risque sur la valeur résiduelle, parce que la technologie est instable, ou en tout cas à risque, parce que tu ne sais pas comment vont vieillir ces voitures, alors comment tu fais pour les financer? À 100, à 150 ou même à 200. Ce n'est pas uniquement le montant des 200. Dans le même temps... La seule possibilité, c'est que l'État garantisse à ce moment-là cette valeur résiduelle. Mais effectivement, je ne décris pas l'attitude que tu prends pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais on se retrouve à ce moment-là avec un espèce de subprime automobile. Ça me rappelle le quoi qu'il en coûte. Oui, enfin, le quoi qu'il en coûte. Moins important que le quoi qu'il en coûte, mais effectivement... Mais ça a failli tuer des banques, les valeurs résiduelles. Ça a failli tuer. Mais là, si c'est l'État qui garantit la valeur résiduelle, le risque pour le prêteur... Avec nos impôts, ils peuvent effectivement la garantir, mais est-ce que c'est raisonnable d'aller à contre-courant de la raison? Est-ce que c'est... Non. Enfin, la réponse est dans la question. Donc, mais néanmoins, on sent qu'il y a une idée. Même si à 100 €, c'est pas raisonnable, et qu'au-dessus, à ce moment-là, ça devient plus compétitif pour ceux qui en ont besoin par rapport aux autres motorisations que tu viens de décrire et qui existent encore sur le marché, on sent qu'il y a une idée et on sent que c'est peut-être là qu'on pourra aller au bout de la croissance électrique et terminer ce virage électrique. L'idée, alors, terminer le virage électrique, pourquoi pas, mais il va falloir d'autres étapes. Il va falloir inventer la voiture électrique accessible, qui n'existe pas aujourd'hui. Pour ça, des batteries. Non, mais des batteries. Il faut que le prix de la batterie diminue. Il faut que tout ce qui entoure la voiture électrique diminue. Enfin, moi, je suis très surpris de lire ce que les constructeurs annoncent au niveau des voitures électriques en disant on va faire plein de voitures électriques, c'est génial, c'est top. Ouais, mais quand tu t'appelles Renault, Peugeot, Ford, Fiat, Opel, et que tu es un constructeur généraliste d'accessibilité pour le grand public, et que tu te lances dans cette course à des voitures qui ont des prix d'entrée de gamme qui sont de 20 à 30% de ce qu'étaient tes prix d'entrée de gamme thermique, tu as juste un problème. Et même si tu fais des efforts marketing, comment tu convaincs monsieur, madame Dupont-Durand, qui a un budget extrêmement contraint, à accéder à cette voiture? Par une formule d'abonnement. Par une formule d'abonnement qui ne sera pas à 100 € par mois, qui sera à 150 à 200, mais qui permettra de aujourd'hui, l'abonnement est cher. Lisser les courbes. L'abonnement est cher, très cher. C'est une pratique de riches. Enfin, c'est intéressant de voir où sont garés. Ça me rappelle les Smart et les Mini quand elles ont été lancées. C'était un grand succès. Ce n'était pas un succès partout. C'était un succès dans certains quartiers, certaines villes, plus aisées que d'autres. Quand tu regardes aujourd'hui où sont garées les voitures électriques, c'est quand même assez peu dans les quartiers populaires. Oui, enfin par contre, quand je regarde où sont garés les Audi,
Les Mercedes, les énormes SUV. C'est dans les mêmes quartiers. Bah non. On a aussi dans les formules d'abonnement font que tu en trouves dans des quartiers populaires. Tu te dis, tiens, le gars a quand même choisi 20 mètres carrés en moins plutôt que sa belle voiture. Oui, bah, dans certaines îles françaises, de territoire français, tu as la même chose. Bon, oui, alors, carburant de synthèse, e-fuel, je le dis très vite, donc l'une des solutions poussée par Porsche, donc ça vous aiguille quand même sur le problème que peut poser cette solution. Tu captes le CO2, alors a priori à la sortie des cheminées d'usine, tu y ajoutes de l'hydrogène qui effectivement doit être de l'hydrogène vert, et là tu te retrouves à nouveau avec un hydrocarbure qui est totalement neutre, effectivement, puisque le CO2 tu l'as capté et il aurait de toute façon été recraché dans l'air. Intéressant. Les tests nous disent, je pense que c'est les chiffres que tu as, que c'est à peu près 4 fois plus cher, ça met le litre d'essence à 4 euros. Même 5 euros. Oui, voilà, c'est ça. À 5 euros le litre. Bon, solution de niche, réservée au luxe. Un kilowatt de batterie il y a 10 ans était inaccessible, ou il y a 20 ans c'était inaccessible. Aujourd'hui, la problématique de toutes les nouvelles technologies disponibles, qu'elles soient les e-fuel, on va revenir sur le nom d'e-fuel d'ailleurs, parce que j'aime bien, ou les problématiques de piles à combustible, en général, c'est qu'elles sont jugées non compétitives parce que trop petites. D'accord. Tant qu'on n'a pas industrialiser le développement de ces solutions, qu'on n'a pas investi dans la R&D, au moment où on se parle, ni la pile à combustible, ni les e-fuels ne sont jouables. Ils sont trop chers, on n'a pas la solution. Mais à l'inverse de la pile à combustible, ou à l'inverse de la voiture électrique, l'e-fuel a d'énormes vertus. L'e-fuel se distribuera demain, s'il arrive, dans les mêmes réseaux et les mêmes structures que les réseaux de distribution de carburant traditionnels. Donc il n'y a pas d'investissement à faire. L'e-fuel a cette extraordinaire vertu de pouvoir être produit avec de l'énergie qu'on perd. C'est-à-dire que quand on produit de l'énergie verte avec des éoliennes, du solaire, oui, du géothermique... ça c'est le cas de toute l'hydrogène. Or, tout le monde en veut de l'hydrogène. Oui. Tu vas avoir un problème de quantité d'hydrogène à produire. On n'a pas de limite d'hydrogène. C'est infini, la quantité d'hydrogène. Il faut de l'énergie pour l'extraire. Mais si on a tout ce qu'on construit comme outil pour produire de l'énergie verte, pourra servir demain à produire de l'hydrogène. Oui, mais encore une fois, tout le monde en veut. Mais Arcelor en veut pour alors, décarboner ses aciéries. Revenons à ta question. Est-ce que l'e-fuel ou une autre techno peut venir demain en remplacement de l'électrique ? Non. L'avenir n'est pas dans la mono-solution. Ça fait des années que je le dis. L'avenir est dans les multi-solutions. Il y aura des solutions. Et donc, c'est une alternative zéro émission qui reste un hydrocarbure. En tout cas neutre. Carbone neutre, ce qui est plus important. Oui, carbone neutre, tu as raison, c'est pas zéro émission. C'est pas zéro émission, il y a des émissions, mais c'est carbone neutre qui permettra de compléter, parce que l'électrique seul n'est pas non plus la réponse. On n'aura pas assez de minerais, de lithium, de manganèse, de cobalt, de tout ce qu'on veut pour fabriquer des batteries. Donc, il faut multi-solutions, il faut développer tout ça, et il faut investir. Et donc, oui, moi, je crois profondément que les e-fuel... Alors, pourquoi e-fuel ? J'aime bien cette notion, parce qu'il n'y a pas du tout le on a tendance à dire que c'est de l'électricité. Oui, parce qu'il faut casser ce que tu disais tout à l'heure. Il faut travailler le CO2 et l'hydrogène avec de l'énergie électrique. Ouais. Mais ça devrait s'appeler EV fuel parce que c'est électricité verte. Si c'est pas vert, c'est pas terrible. Bref, c'est e-fuel. Les avions en voudront aussi. Kérosène. Tout le monde en veut, quoi. Tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Mais ça veut dire qu'on a plusieurs solutions à une problématique. Je comprends. Simple. Je comprends. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Porsche pousse et Volkswagen est furieusement contre. Donc, est-ce que tu sais d'où viennent les premiers e-fuel d'ailleurs ? Tu sais qui a lancé les premiers e-fuel Enfin, c'était pas des e-fuel, c'était des fuels synthétiques en Europe. C'est pas bien de le dire, mais je le dis quand même. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande, qui n'avait plus suffisamment de pétrole et qui s'est mis à produire du carburant à partir du charbon, qui a été repris ensuite par les Sud-Africains pendant l'apartheid. Pendant l'apartheid, comme ils avaient le même problème d'approvisionnement, ils ont racheté les brevets allemands pour produire des carburants de synthèse à partir du charbon. Quelle histoire. Donc c'était pas c'était juste fuel synthétique. Les Chinois, donc, donner la mesure un petit peu de ce qui est en train de se passer. Dieu sait que moi-même je reste, mais le problème c'est quand on a vécu 2-3 cycles économiques. Donc je vous ai assez souvent dit que j'avais l'impression que la séquence me faisait furieusement penser à celle de Jacques Calvet.
certains d'entre vous s'en souviendront encore, qui voulait monter une muraille contre les Japonais. Et là, quand même, donc, les derniers chiffres sont assez spectaculaires. Fin d'année 2022, la Chine passe l'Allemagne, deuxième exportateur d'automobiles dans le monde. Mais on se dit, ils sont quand même encore assez loin des Japonais. Donc, 2 millions de véhicules à peu près exportés par les Chinois, 4 millions pour les Japonais. Et boum, donc ça, c'était fin 2022. Premier trimestre 2023, ça y est, ils sont devant. Donc l'accélération est effectivement spectaculaire. Il est en train de se passer quelque chose. La machine à exporter des voitures chinoises tourne, alors peut-être même pas encore à plein régime. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eric ? Premier marché automobile au monde, la Chine. Premier producteur de voitures électriques au monde, la Chine. Oui, mais on disait beaucoup, ils ont un tel marché qu'avant qu'ils exportent, on a le temps. Bah, ça y est, c'est parti. 200 marques automobiles en Chine. 200 marques. Les 10 plus gros groupes chinois, détiennent en Chine uniquement, sans les marques de l'étranger, près de 70 marques automobiles. C'est-à-dire que chaque groupe a entre 3, Great Wall, Geely, BYD, enfin ils ont tous entre 3 et 5 marques qui sont disponibles sur le marché chinois. Et, enfin, même plus que ça. Et ils ont en plus des marques qu'ils possèdent à l'extérieur, comme Volvo. Geely. Geely qui appartient à... Mais Geely possède Volvo, Lotus, Proton en Malaisie. Et ils ont Polestar, ils ont une capacité à occuper le marché en dehors de leurs frontières avec une cagoule qui est assez incroyable. MG, qui est un constructeur, c'est une leçon, MG. La marque anglaise qu'on connaît tous, rachetée par un industriel chinois qui a décidé de développer cette marque et qui en a fait en 2 ans, un acteur important du marché européen. Cette année, MG en France fera 1% du marché. 1%. Dans le même temps, un constructeur 1% historique... du marché, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire que tu vends 5000 véhicules pour... Non, 1% du marché en France, ça va faire 15 à 16 000 voitures. C'est beaucoup plus rapide que quand les Coréens sont arrivés. C'est-à-dire que quand Hyundai, Kia sont arrivés sur le marché européen, ils ont mis 4 ou 5 ans pour arriver à ce niveau-là. Eux, en 2 ans, ils y sont arrivés. Et la marque BYD, la marque MG en est une. BYD arrive, et d'autres. Airways est déjà là. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont fait un choix de distribution qui n'est pas le bon. Mais globalement, la vague des marques, là, elle va arriver. Oui, mais alors justement, la distribution. La distribution... Comment ils vont être distribués, ces Chinois ? C'est excellente question. Alors, si tu prends l'exemple de Airways dont je parlais il y a quelques instants, eux, ils ont copié Tesla. C'est pas de concession, on distribue en direct. Pour l'instant, la marque Airways, je ne pense pas que tu l'aies beaucoup vue dans les rues de Paris. Par Internet, donc. Une commande sur Internet. Tesla, même modèle, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de Tesla, ils ne peuvent pas se payer les flagships, ils ne peuvent pas se payer les points de vente dans les centres commerciaux, ils n'ont pas la puissance digitale qui permet d'aller toucher le client sur le web. À l'opposé de ça, tu as des marques comme MG, qui ont choisi d'aller avec des réseaux de distribution à l'ancienne, avec des concessionnaires, ou BYD, le Build Your Dreams. Et je rappelle que ce constructeur, il a une caractéristique, c'est qu'à l'origine, c'est un producteur de batteries de téléphone. Donc on est dans la disruption de la filière automobile. Incroyable. Par quelqu'un qui vient de ce monde-là. Donc je produis des batteries d'iPhone, de ce que tu veux. Il y a du côté Nokia, pâte à papier, passer du pâte à papier au portable. Et donc je fabrique des voitures parce que la voiture est devenue en fait une espèce de fonctionnalité autour de ma batterie. Ouais. Et donc les constructeurs chinois dont tu parlais tout à l'heure, ils arrivent avec des stratégies qui sont assez copiées sur les constructeurs traditionnels. Pour être tout à fait précis, il y a très peu de gens qui vont dans une stratégie totalement opposée, à part quelques petites marques de prestige, ou en tout cas assez haut de gamme. Non, mais quand tu dis ils arrivent, ils vont ouvrir, ils sont en train de passer des deals avec les réseaux qui sont installés aujourd'hui, ou ils vont installer des réseaux à eux ? Les deux. Ils sont en train de passer des deals avec des importateurs, donc avec des sociétés de distribution automobile qui ont déjà plusieurs cartes ou plusieurs marques. Classiques, qui travaillent avec les Allemands, qui travaillent... avec les Coréens, avec les Japonais, avec qui tu veux. Et donc ils vont distribuer en plus les Chinois dans certains marchés. D'accord. Et dans certains autres marchés, dans le cas du marché français qui est un marché important, les constructeurs chinois vont créer des filiales, et ces filiales vont appointer des réseaux de distribution qui seront en liaison directe avec eux. Alors là-dessus, donc sur tout ce qui se met en place, qu'est-ce que peut changer les annonces de Macron sur le nouveau bonus redessiné en fonction de l'origine du véhicule?
Pouyanné disait hier, le chiffre m'a impressionné quand même, Pouyanné disait hier, donc ah oui, Total aussi est dans cette histoire de batterie avec laquelle on a commencé, j'avais oublié bien sûr, donc le patron de Total, entre donc le gigawattheure qui va sortir de l'usine de Douvrin et le gigawattheure qui sort des usines de batterie de Chine, il y a une différence de 40% de CO2 par mégawattheure, gigawattheure, enfin kilowattheure, comme vous voulez. Oui. Et donc là, ça peut faire une réelle différence si jamais le bonus vient rééquilibrer les prix qui sont aujourd'hui largement en faveur des Chinois. Ou si BYD fait du Toyota et installe une usine quelque part dans le nord, le sud ou l'est de la France. D'accord. Ok, c'est ça. Ils ont cette capacité aussi à dire extrêmement rapidement, et ils ont les moyens à dire, je vais me construire une usine d'assemblage de voitures qui va labelliser ou qui va européaniser mes voitures quelque part dans la communauté, en France ou ailleurs. Donc le frein à l'import, il va être extrêmement limité. Et il restera la principale question, et je reviens à ce qu'est la problématique du prix. Les gens achèteront des voitures électriques quand elles seront accessibles massivement. Et elles seront accessibles plus facilement si elles viennent d'un pays où le coût de la main-d'œuvre, les taxes. C'est d'accord, mais ce que je te dis, c'est que le bonus-malus peut annuler cet avantage prix. Et en même temps, cette offensive que tu nous décris, et Tesla, on en avait déjà parlé la dernière fois que tu étais venu, va forcément amener de la concurrence et de la baisse des prix. Oui. C'est sans doute la meilleure nouvelle pour le consommateur que de voir débarquer cette Sauf que la Tesla la moins chère, chinoise. La Tesla la moins chère n'est pas accessible par le consommateur moyen. Il faut descendre en dessous. Elle est à combien la Tesla la moins chère? Elle est encore à 30 000, oui, voilà, 35 ou 38. Mais la voiture la moins chère aujourd'hui sur le marché, c'est la Dacia Sprint, qui est chinoise. Ouais. Elle est 100% chinoise. Oui, mais le patron de Dacia nous l'a décrite. Non, mais elle est chinoise. Elle était 100%. Non, mais attends, mais il nous a raconté très franchement, on est arrivé en Chine, elle était là sur étagère, on a regardé, on pouvait pas faire mieux, on l'a prise. Elle était faite quand Dacia a débarqué, en fait. Donc, et c'est la voiture électrique aujourd'hui qui est la plus accessible pour les consommateurs français. Il y aura d'autres voitures comme celle-ci qui vont débarquer, qui ont été taillées pour être aussi achetées par des consommateurs chinois qui n'ont pas beaucoup de moyens, et donc qui transposées dans une échelle économique comme la nôtre, sera encore plus accessible. Donc ça va tirer le marché vers ces produits-là, bien évidemment. Et donc les Chinois seront presque de manière inéluctable les grands gagnants de la guerre commerciale, enfin de la compétition commerciale qui va être livrée sur les voitures électriques. On leur a construit le marché. Il est fait pour eux. Et les murailles qu'on est en train de dresser n'ont aucune efficacité. Tu connais beaucoup d'incentives fiscaux comme celui dont tu parles, qui durent 5 ou 10 ans. Moi, ça peut durer 6 mois ou 1 an, 2 ans. Mais ça s'arrêtera là. Et après, ce sera plus tenable. Donc, il faudra que ça s'arrête. Et de toute façon, le jour où BYD, Geely, n'importe quel Great Wall construit une usine en Europe, c'est fini. Ton système, il a plus de sens. Il faudra un peu plus d'une usine, quoi, pour faire tout ça, mais... Oui, ils peuvent aller vite. Ils peuvent aller vite. Et puis l'assemblage, je ne parle pas d'une usine complète. Une usine d'assemblage, c'est assez facile à construire. Ouais. Bien, on a fait le tour. Hein. On reparlera de data, une autre fois. Oui. à la rentrée. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je ne savais pas que... Tu avais déjà dû me le dire, mais en même temps, tu nous apportes tellement d'infos que... Voilà. Que BYD venait du téléphone portable. Et effectivement, c'était cette phrase. Alors moi, c'est ton ancien patron, d'ailleurs, Alan Mulally, l'ancien patron de Ford, qui l'avait prononcé pour la première fois, pour moi, il y a pratiquement 20 ans, un iPhone on the wheel. C'était après la sortie de l'iPhone, remarquez. Je suis en train de réfléchir tout. Mais oui, c'est ça qui est en train de... Mais Farley, le patron de Ford, et Elon Musk, assez récemment, les deux viennent d'annoncer ou de dire que voilà, BYD était devenu un des concurrents majeurs de l'industrie automobile mondiale. Voilà, c'est un fait. Tu recevras ici, je pense, dans un avenir assez proche. Et Tesla ne va pas perdre sa spécificité dans cette histoire-là? C'est pas lui qui risque gros, là? Tesla est bien... Enfin, la gamme BYD est beaucoup plus large que la gamme Tesla. Justement. La gamme BYD, elle est en face de chaque produit Tesla. Il y a un produit BYD en face de chaque Tesla. Et là, ils viennent avec une nouvelle gamme qui est en dessous de la gamme Tesla et qui, par définition, va attirer plus de monde. Mais ils sont déjà le premier producteur mondial de voitures électriques, devant Tesla. Ils sont numéro 1. Et donc, ils vont devenir numéro 1 de très loin. Merci Eric. Eric Safrizon, donc, qui nous accompagne régulièrement pour nous tenir au courant des mutations de l'automobile. On continue Bismart.
On repart donc. Emmanuel Barbara est avec nous. Salut Emmanuel. Bonsoir. Avocat, Auguste Debouzy. Donc le nouveau pacte au travail. Oui, j'ai mis ça en fait en termes génériques, mais question très ouverte. Comment est-ce que tu vois cette histoire de pacte de la vie au travail? Après, on va rentrer dans toutes les questions qui sont posées depuis le Covid et puis qui ont été posées à nouveau, renouvelées par la semaine de 4 jours, l'intelligence artificielle. Enfin bref, ça brasse dans tous les sens. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, à la une de cet agenda de nouveau pacte de la vie au travail que veut dessiner le président de la République? Oui, d'abord le mot pacte est un mot à la mode sous l'égide du président de la République, puisqu'on sort d'une loi pacte de 2019. Donc le terme de pacte est un mot extrêmement puissant dans sa représentation du monde qui change. Donc la notion de pacte veut dire quelque chose qui tient de l'échange de sang. Enfin, il y a quelque chose de plus fondamental à corps. Enfin, ça fait penser à pacte de Varsovie en intensité. C'est toujours intéressant de voir la force du terme. Au-delà de ça, justement, comme c'est un pacte dont on parle, c'est moins des règles techniques qu'une approche. Et pour être plus précise encore, je crois qu'on a désespérément besoin d'un récit sur le travail. D'un récit, c'est-à-dire travailler non seulement pour quoi faire, on voit à peu près, encore que c'est une vraie question qui donne lieu à pas mal de positions assez différentes dans le fond chez les travailleurs, mais au-delà de ça, c'est comment finalement dans notre société, au XXIe siècle, on voit le travail. Si on posait la question au XXe siècle, qu'on n'a jamais posée comme ça tant elle était évidente, c'était la forme hégémonique du contrat de travail à durée indéterminée vu comme éternel. Et on avait toutes les réponses aux questions. Le social, les protections sociales, le travail, toute la vie durant dans un univers stable, pérenne, prévisible, et canne à pêche et médaille du travail. Et cette image-là... C'est pas plus les années 70 même que les années 80. Oui, mais on est resté sur cette épure, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous quand on parle de nos enfants. Enfin, c'est plus vrai à la seconde, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, sur ces 10 dernières années, quand on pense au travail de nos enfants, on se dit tu vas avoir un job, et sous-entendu, il va durer longtemps. Et on l'espère en tant que parents. C'est intéressant de voir que cette durée propre à la notion de l'emploi est quelque chose qui façonne notre psyché. Alors que job, en anglais, c'est beaucoup plus... un momentum, enfin, c'est une période. C'est un moment, alors qu'aujourd'hui, un début, une fin, on passe à autre chose. Et voilà. Tandis que chez nous, c'est puissant, c'est un emploi, et l'emploi synonyme de salariat, synonyme de CDI, c'est très puissant, c'est-à-dire que ça dure longtemps, c'est une promesse réciproque, et l'idée, c'est qu'on ne peut pas, sauf accident, on doit progresser. Or, aujourd'hui, c'est juste pas ça, en fait, la réalité. Non. C'est un émiettement et un éparpillement extraordinaire des situations individuelles, juridiquement aussi, en passant, puisqu'on a développé d'autres formes d'emploi que le contrat de travail, qui certes concernent toujours la majorité des personnes au travail, bien que depuis 10 ans, on a perdu 10 points quand même, mine de rien. 10 points de quoi? Tu avais en gros 82% des personnes titulaires d'un CDI en 2015. Et en 2023, j'ai regardé les dernières évaluations de l'INSEE, on est à 72,4, un truc comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est moins. Enfin, c'est toujours majoritaire. Remplacé par quoi? Par des CDD ou par des indépendants? Alors, beaucoup de CDD et beaucoup d'indépendants. Ce sont deux phénomènes surgissants qui, je crois, en 2017, ont atteint l'acmé. Je parle de CDD. En 2017, c'était vraiment... Oui, parce que là, Emmanuel, c'est très intéressant, tout ça, mais le mouvement là, et on va en reparler, du fait de la guerre des talents, de la concurrence effrénée que se livrent les entreprises pour recruter, le CDI repart. Oui, il repart flash par rapport au CDD. Certes, mais comme une forme indéterminée, c'est-à-dire dont tu n'as pas à la clé nécessairement cette notion de stabilité forever. C'est-à-dire que pour une fois... C'est pas le même CDI que celui que nous, on a pu signer il y a 30 ans. Voilà, en d'autres termes, la rotation, pour parler de turnover en français, est beaucoup plus forte, avec des éléments très intéressants autour du caractère déceptif du CDI. Combien de fois, enfin on lit une littérature quotidienne littéralement sur ceux qui ont finalement refusé un CDI, ceux qui sont entrés dans un CDI mais finalement sortent au bout de 6 mois, ceux qui ne viennent pas, on a parlé de ghosting, on a parlé de 1000 figures, sans parler évidemment du cortège de souffrance au travail sur lequel je passe, mais qui atteste d'une littérature importante et surtout des phénomènes de santé mentale au travail plus ou moins défaillantes ou problématiques. Et donc,
comment est-ce possible d'être dans une telle situation, sachant que, comme tu le dis fort bien, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette conversation aujourd'hui, 2022 marque un moment où le taux de l'emploi et le taux d'activité n'a jamais été aussi haut depuis 1975. Donc tout va bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire « Ah mon Dieu, c'est à cause du chômage, alors les pauvres ». Non, pas du tout, on va très très bien. C'est tout le contraire d'ailleurs. Et même dans tout le contraire, on ne peut pas dire qu'on est dans un tapis de rose. Donc, ce sont des phénomènes à l'œuvre extrêmement intéressants et qui sont conditionnés par 1000 sujets, par 1000 situations. Emmanuel, c'est un truc... Enfin bon, bref, à la limite, ça sort de notre sujet, c'est pas un truc d'avocat, c'est pas un truc de journaliste, mais... c'est même quasi biblique. Le travail est une sanction. C'est-à-dire, cette idée qu'on soit dans un lit de rose... Mais non, mais... Oui, effectivement, le travail, c'est du travail. Et donc, cette idée-là, maintenant, qu'on devrait être dans un lit de rose dans l'entreprise, qu'on devrait être dans un lit de rose au travail, que les patrons doivent se faire aimer, etc. On est bien d'accord. Sans doute, j'ai une logique de boomer, mais je ne comprends pas comment on va faire avancer la productivité et l'économie avec cette logique-là. Je suis tout autant boomer que toi et je ne crois pas en effet à la liturgie du bonheur au travail parce que ça n'est pas le bien-être au travail. Le travail, c'est quelque chose qui résiste et dans lequel on se réalise lorsqu'on le surmonte. Donc l'effort est consubstantiel au travail. Et je pense qu'il y a une confusion, si je puis dire, à vouloir limer tout ce qui serait vu comme l'effort. Enfin, on fait une confusion mentale entre l'effort impliqué par le travail et ce qui justifie justement que je le surmonte et que je me réalise, par-delà les relations sociales, etc., mais je me réalise intellectuellement et professionnellement. Quand je dis intellectuellement, c'est y compris lorsqu'on fait une activité manuelle, puisqu'on a aussi un cerveau. Bien sûr. Donc, on se réalise par la difficulté qu'on surmonte. Donc ça, je pense qu'il faut la maintenir, et c'est ce qui rend d'ailleurs le travail intéressant. Donc, cette liturgie du bonheur au travail est un faux semblant, un dérivatif, etc. Et d'ailleurs, personne n'est dupe, personne ne va accepter un boulot parce qu'il y a un baby-foot ou je ne sais quelle autre facétie dans l'entreprise. Non, ce qui est intéressant, c'est dans la définition du travail de manière générique, parce que c'est un sujet philosophique, religieux, littéralement. Enfin, c'est un sujet très, très, très puissant. Mais ce qui est intéressant dans cette approche contemporaine dont on dit que le rapport au travail des Français aurait changé, c'est que le travail se présente éventuellement, à certains d'entre nous, justement à notre main, c'est là la vraie différence, comme avec une forme instrumentale. C'est-à-dire que c'est pour réaliser quelque chose. Soit moi-même, soit réussir dans la vie à l'ancienne, ce qu'on a connu, toi et moi, soit plus prosaïquement, ou plutôt plus volontairement, dans une approche de réaliser quelque chose, une utilité, un impact sur la société. Et ce qui implique un certain nombre d'attitudes qu'on a pu voir dans les grandes écoles, etc., où ces jeunes gens expliquent qu'il n'est pas question de rejoindre telle ou telle entreprise, ou à l'inverse, il faut y entrer pour y mener une forme de refonte substantielle de ce que cette entreprise devrait accomplir. Donc c'est adossé véritablement à une idée d'en faire quelque chose. Oui. Ou aussi travailler pour avoir suffisamment de sous pour faire le tour du monde. Oui, mais en faire quelque chose, alors c'est super intéressant. Il se trouve que j'ai eu la chance de discuter et avec le patron de Polytechnique et avec, très récemment, avec Mathias Vichra, le patron de Sciences Po. Les deux disent exactement la même chose, avec des publics qui sont différents de cette génération Z. Deux disent exactement ça, faire quelque chose. C'est-à-dire, mesdames, messieurs, DRH, chefs d'entreprise, mais vous le savez, il faut leur donner quelque chose à faire, c'est-à-dire une mission, quelque chose à réaliser, de l'action. Quelque chose qui va changer, pas forcément changer le monde, oui, pour certains gens, mais changer le cours de l'entreprise. Voilà, il y a un produit, c'est moi qui vais m'occuper de ce lancement, avec mon équipe, on va le prendre A, on va l'amener jusqu'à Z, on va être comptable des résultats, c'est ça qu'on va faire, et ensuite on aura une nouvelle mission. Ça revient un peu ça, c'est très intéressant. À ce que disait Philippe Diribarne, c'est-à-dire que nous, le travail en France est vu comme une mission de l'honneur. Ça tourne autour du code de l'honneur, c'est-à-dire qu'on est fier de son travail chez les ouvriers, et c'est ce qu'on a perdu un temps. Exactement. Et peut-être il y a quelque chose d'industriel. De réappropriation de ce pourquoi je m'engage. C'est le fameux engagement professionnel et non pas personnel. Mais attends, Emmanuel, pour revenir à nos débuts, parce qu'on est là quand même pour... Tout ça est passionnant, mais simplement, c'est pas le président de la République, c'est pas le Conseil national de la refondation, c'est pas des instances politiques diverses et variées, malgré tout le respect qu'on a pour elles, qui vont pouvoir résoudre cette question que tu poses. Exactement. Sur la perte de sens de la vie au travail. Et voilà le vrai sujet auquel on se trouve confronté. On voit bien qu'il y aurait matière à redonner du peps, dans le fond, pour que tout le monde y aille
quoi qu'il fasse, avec un contentement, avec une appréciation fine de ce à quoi il sert, et réciproquement que l'employeur ait conscience que l'employeur ou tous les donneurs d'or de la planète attendent de cet échange professionnel. Et on s'aperçoit que dans le fond, ça relève moins de la loi qui dira le travail doit être intéressant et le contenu du travail doit être examiné à l'aune de ce que vous êtes, etc., et de l'ambition. Donc le droit du travail ou le droit autour du travail examine le contexte. Bien sûr. Donc, et le problème, c'est que ça revient finalement, c'est ça mon inquiétude, à reproduire ce qu'on a déjà écrit une fois, 2 fois, 10 fois, les conditions de travail, le partage de la valeur, c'est quand même... Oui, et on va revenir sur la pénibilité, les critères de pénibilité qui reviennent, et tous ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qui sont pour toi des mauvaises réponses, en fait, à cette question que tu viens de poser? Formidables, mais on dit plus de la même chose qu'on a déjà fait, et que déjà, le dialogue social, je rappelle, est à la manœuvre et doit s'emparer de ces sujets. Donc, que fait le dialogue social, en quelque sorte? Est-ce qu'on a besoin de lois Le dialogue social, il est arrivé, mais on va en parler, il est arrivé une petite forme d'impasse, je pense. Mais vas-y, on verra, mais en tout état de cause, on a mis les moyens. Et la question de savoir, c'est dans ce monde qui est aujourd'hui comment dirais-je, éparpillé dans sa diversité, qui donc ne se retrouve pas dans son homogénéité, qu'est-ce qu'une loi peut apporter à cette situation de fait qui n'est pas celle du XXe siècle et pas celle du début du XXIe? On est déjà dans une autre phase, tant les phases se succèdent tout à fait. rapidement. Je crois que le temps est probablement venu d'examiner le droit qui s'applique au travail, je fais exprès de prendre une périphrase, dans le fond, dans les interstices des temps qui se succèdent. Je m'explique. On passe notre vie à dire, sans en tirer les conséquences, que désormais, les personnes sont confrontées à une trajectoire professionnelle fractionnée. On a eu matin, midi et soir pour nous expliquer que désormais, on changera de métier plusieurs fois, l'obsolescence des compétences. Absolument. On est d'accord. Donc, on est dans cette épure-là. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Alors, on dit, il faut se former. Magnifique. Mais j'allais dire quand, en fait? Parce que... Quand je suis dans l'entreprise, je dois courir après mon bonus, j'ai une équipe. Alors si je peux travailler, je peux avoir quelques jours de formation, mais je veux dire, comment on opère cette opération qui consiste à donner aux personnes la capacité de surmonter le temps qui est, pas le temps qui passe, mais le temps qui y est déjà. Eh bien, compte tenu de ce qu'on a vu dans le fond, c'est intéressant comme laboratoire, 2020-2023, entre la grande démission pour l'interrogation, ce rapport au travail, la réflexion du confinement, etc., on a vu sur le terrain, et c'est quand même important, des gens qui ont changé de stratégie ou d'orientation d'eux-mêmes, et qui ont pris des décisions sur les concernant depuis une reconversion massive à faire autre chose, à quitter ce qu'ils faisaient ou à s'emparer d'une autre activité comme une forme de passion annexe. Enfin, on a vraiment vu des choses très nouvelles. Les slashers, il y en a quand même 6 millions en 2022. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est de donner la capacité aux personnes, et notamment la jeunesse, être en mesure de mesurer les impacts de leur travail, des droits qu'ils produisent, et de conserver ces droits qu'ils produisent sous une forme de portabilité de droits. Et d'ailleurs, un indice intéressant, même là, le Conseil national de la refondation, absolument, a mis en exergue le fameux compte d'épargne-temps universel. Cette idée que, dans le fond, le temps, il ne faut pas le regarder corseté dans un contrat, mais sur le temps qui passe, notamment pour Emmanuel, c'est à se tirer une balle, cette histoire. Non, et on peut le résoudre, mais il faut y penser, il faut y réfléchir. Ils y réfléchissent, alors on est au cœur du truc. Pour préciser pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, l'idée, c'est qu'effectivement, tu accumules des droits divers et variés en travaillant pour une entreprise A, et ces droits, tu pars avec dans une entreprise B. C'est-à-dire que l'entreprise B est comptable du pacte social qui avait lieu dans l'entreprise A. C'est absolument invraisemblable. C'est absolument impossible. Impossible. Oui, mais si tu poses l'équation comme ça, si en revanche tu la poses autrement, en disant mais y aurait-il un moyen, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais il y a un moyen, donc je vais le dire autrement, il y a un moyen pour faire en sorte que l'inconvénient massif qui fait qu'on ne changera jamais peut être surmonté. Il s'agit de faire en sorte que le coût de ce temps épargné soit payé par celui qui le doit, c'est-à-dire l'employeur chez lequel, etc., pour une fois, et pour une fois, et c'est terminé. Et donc, en termes de coût, il le paye immédiatement, n'est-ce pas? Et c'est le salarié qui le garde dans son réceptacle. Dans quel réceptacle? On passe notre vie à parler du partage de la valeur. Le plan d'épargne entreprise, c'est le réceptacle naturel pour que ce versement annuel du temps épargné soit là et portable
par nature, le salarié, la personne physique, s'en l'utilisera à l'avenir dans d'autres circonstances qui sont les siennes, celles qu'il traverse. Et ça lui fait une réserve. Tu monétarises l'ensemble des comptes épargne-temps et d'ailleurs, il est monétarisé aujourd'hui. Oui, enfin, il est monétarisé au fil de l'eau, petit à petit, limité, en fonction des accords justement qui ont été passés dans l'entreprise. Oui, mais il est souvent monétarisé. Aujourd'hui, rares sont les... Je connais très peu de comptes épargne-temps qui épargnent du vrai temps, sauf dans les hypothèses de sortie. Et tu ne renforces pas la fracture entre les grandes entreprises qui ont l'ensemble de ces dispositifs, ce qui est un des sujets pour moi de la grande discussion sur le partage de la valeur. Et les petites qui ne l'ont absolument pas. Eh bien, elles vont l'avoir. Parce que c'est le meilleur moyen de susciter, pour une fois, depuis 2019, et je te fais grâce de toutes les lois successives sur le partage de la valeur, puisqu'on en parle 2 minutes, où on a voulu se placer dans une situation d'incitation, à juste titre, des dispositifs de partage de la valeur, qui là sont motivés pour j'allais dire, le millésime 2023 au pouvoir d'achat, à l'inflation, etc., comme une sorte de dérivatif utile. D'ailleurs, c'est ce à quoi sert aussi le partage de la valeur, mais ce partage de la valeur qui s'appuie sur un certain nombre de dispositifs dont on s'aperçoit quand on regarde les enquêtes que finalement les Français le connaissent, en tout cas ils le connaissent. Ouais. Maintenant, comment ça fonctionne, c'est un autre débat et je dois reconnaître que c'est normal qu'ils ne connaissent pas les détails, mais un de ces outils, c'est le fameux plan d'épargne entreprise, qui, à la différence du plan d'épargne retraite, dont on a beaucoup parlé et qui a lui une finalité inscrite sur la boîte. Ce PE, on ne sait pas à quoi il sert, c'est de la réserve. Bon, c'est de la réserve de moyen terme, d'épargne. Et dans le fond, personne ne le calcule. Parce que d'abord, c'est invisibilisé. Et ensuite, on ne sait pas trop... comment dirais-je, on épargne ou pas en fonction des années où on a plutôt voulu favoriser l'épargne ou plutôt favoriser le pouvoir d'achat. Il y a eu les lois Sarkozy qui ont permis... Oui, il y a une libération assez régulière de l'ensemble de ces plans. Mais cet argent, on ne sait pas à quoi il sert. Ce réceptacle, si je lui adjoignais comme un couple adossé à celui-ci, le fameux compte épargne-temps dit à vocation universelle, le nouveau compte épargne-temps dont je parle là, en le créant donc ce lien entre eux, puisque personnellement je pourrais recueillir dans ce réceptacle qui est fait pour, en fait, il n'y a aucun sujet puisqu'il existe déjà dans cette approche-là, le PE devient en quelque sorte mon vadémécum, une forme de, dans le fond, d'accompagnateur personnel qui visibilise ce que j'ai pu mettre de côté ou pas et qui montre ces... Donc de ce point de vue-là, je n'impose aucun coût, parce que sinon c'est pas la peine, autant oublier. On a parlé de la banque des temps, c'est tellement joli, mais ça n'a pas de sens. C'est trop. Non, mais à ce moment-là, tu transformes le plan d'épargne entreprise en sorte de plan d'épargne professionnel, plan d'épargne de mon activité professionnelle, peu importe l'entreprise. J'ai besoin, entre autres. Mais c'est pas ça qui va résoudre la question fondamentale que tu posais au début de cet entretien, qui est pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que je dois encore travailler, et quel est mon rapport à l'entreprise et au travail. Alors, c'est pas les sommes qui restent quand même très réduites sur ces plans d'épargne entreprise qui vont. Oui, mais si tu y ajoutes le partage de la valeur qu'on veut finalement rendre effectivement très incitatif, voire obligatoire. Partage de la valeur, il faut déjà en dégager de la valeur. Absolument. Eh bien oui, mais justement, grâce à l'effort, c'est revenir à l'effort. Voilà. À quoi ça sert ? C'est véritablement, c'est susceptible en fait de marquer dans l'intellect de la personne, enfin chez la personne qui le voit, parce que ça devrait être assorti d'une appli. Parce que si tu ne le vois pas, c'est invisible. Donc si c'est dans une appli, par exemple, conforme à l'ère du temps, ça te met en situation de pouvoir avoir une vraie stratégie, et le vrai sujet, il est là, de la maîtrise de ta carrière. Parce que c'est tout l'enjeu. Dans le fond, les personnes qui tournent, qui zappent, qui sont dans une forme de j'y vais pas, etc., elles ont une partie de la réponse à leurs questions qui dépend de leurs moyens. Et les moyens, c'est la formation, le CPF, et d'autre part, le PE qui pourrait être une sorte de carrefour de ces efforts. On a parlé du temps de travail, mais il y en a plein d'autres, et qui lui permettent de bâtir davantage ses projets. Or, c'est vraiment une question centrale. Quels sont les projets des gens ? Emmanuel, on en parlait ensemble il y a quelques années. Quand tu nous apportais ton expertise au moment où on va reparler des ordonnances de 2017, etc. Et tout. Et effectivement, donc le compte personnel de formation. Oui. Grand succès. Grand succès. Ensemble, on disait c'est formidable, c'est génial, etc. Et tout. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que nous avons fait collectivement de ce compte personnel de formation ? Tout sauf des formations professionnalisantes. Tout sauf des formations qui vont apporter davantage de productivité à l'économie française, à tel point que, et assez légitimement, l'État, après avoir abondé l'ensemble du système de 10 milliards d'euros, c'est pas n'importe quoi quand même, 10 milliards d'euros, dit on va peut-être mettre un ticket modérateur avant de vous apprendre à faire du macramé.
Et il est assez fondé à dire ça, à mon avis, l'État et l'ensemble des organismes publics qui s'occupent du truc. Donc tu comprends, on ne gère pas notre carrière comme ça. Enfin, en tout cas, là, Attends, le macramé n'est pas un objectif en soi. On est parfaitement d'accord par rapport à l'objectif qui est le nôtre, mais il n'est pas non plus... j'allais dire durable, d'imaginer que c'est l'employeur qui va me dire à moi ce que dans quoi je dois me former. Ben oui, alors d'accord. Donc on en est là. Oui, mais parce que ça, on est allé jusqu'au bout de la logique. Jusque dans les années 90, l'an 2000 et encore aujourd'hui, légalement, c'est à l'employeur d'avoir un plan de formation et te dire ce que tu vas faire en termes de plan de formation cette année et l'année prochaine. Gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Enfin, c'est un autre acronyme maintenant. Oui, mais il y a le plan de formation en plus de la GEPP. Oui, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, mais alors si on laisse aux gens maintenant la possibilité de décider mais c'est pas mais alors, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, c'est pas une incantation, c'est ce qui s'est passé. Non, mais attends, mais c'est pas si mal que ça ce qu'a réalisé le CPF, parce qu'on a quand même des gens se sont formés à des choses peut-être plus utile que le macramé. Je pense qu'on ne peut pas le résoudre à cela. Les formations professionnalisantes ou des formations qui ont permis à des personnes de se mettre, j'allais dire, à niveau et à bord, a dû fonctionner parce qu'encore une fois, le taux de l'emploi est magnifique. Oui, donc, mais la productivité recule. Les choses ne sont pas complètement magiques. Le taux d'emploi est magnifique, mais la productivité recule. Alors, sur la productivité, il y a des tas de questions, effectivement, qui se posent sur... mais ce n'est pas ces dernières années, la productivité qui est plutôt en berne. C'est ces dernières années, quand même. Ça ne s'améliore pas, disons, il y a une accélération, ces dernières années. Voilà. Il y a une accélération et surtout une divergence par rapport au reste de l'Europe. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais déjà, tu mets les personnes au travail qui fait partie quand même d'un état d'esprit qui permet de dire que non, les Français ne sont pas paresseux, que non, ils ne sont pas... Et oui, c'est important parce que la force, on a l'impression de dire qu'on tourne le dos. Et c'est vrai que ça, c'est fondamental. Le recul du chômage a amené, et heureusement, à faire rentrer à nouveau dans l'emploi des gens qui n'y étaient plus et qui, par définition, sont moins productifs que ceux qui y sont de manière durable. Et il y a de tout pour fonctionner. Donc il faut s'adapter. Bon, donc je prends ton idée donc d'accompagner les plan gens d'épargne dans un entreprise plan qui n'est plus un plan d'épargne entreprise. Plan d'épargne entreprise au pluriel. Oui, moi j'appelle ça un compte personnel des protections parce que dans le fond... Compte personnel des protections. Mais oui, parce que tu y adjoins le CPF, tu y adjoins ce qu'on avait inventé au titre du compte personnel d'activité qui aurait davantage d'intérêt compte tenu d'arbitrage que tu peux faire entre ces articles, si je puis dire, importants pour toi, qui tournent autour du fameux compte de pénibilité, parce que le compte ne s'appelle plus comme ça, mais c'est quand même un sujet important s'agissant... de cette population vieillissante au travail longuement. Tout à fait. Jongler entre le CPF et le compte de prévention des professionnels, c'est le nouveau nom qui a évité le C3P qui dans le temps s'appelait le compte personnel de pénibilité. Ces jonctions-là ne sont pas faites, elles sont très complexes, c'est des portails, etc. Il faut que les gens voient ce qui se passe quand ils bossent. C'est déjà important parce que quand tu vois ce que tu fais, tu peux fonder des projets. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le travail fait partie des projets que l'on a et tu ne travailles pas pour l'éternité sans impact pour toi. Je te ramène sur terre parce que l'intersyndicale, donc ça c'est un sujet d'ailleurs intéressant, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'était un truc qui avait disparu, en fait, l'intersyndicale. L'idée que tous les syndicats, ensemble, avancent sur un agenda social, etc., ça avait complètement disparu. Certains de ces syndicats ont la volonté de le maintenir au-delà de la réforme des retraites. Et leur premier objectif, on avait vu déjà Laurent Berger là-dessus, et maintenant, on sait depuis hier qu'il est rejoint par l'ensemble des syndicats, c'est revenir sur les ordonnances. Donc, c'était les ordonnances Pénicaud, c'est ça, de 2017, et notamment... revenir sur la suppression du CHSCT et sur la création de ce comité unique avec, c'est des chiffres alors que tu vas pouvoir me confirmer, mais une division par 3 des heures de délégation entre avant 2017 et après 2017, ça dépend. Oui, c'est les chiffres que donne la SNCF notamment. Division par 3 ou 4 des heures de délégation. Oui, il y avait 5 ordonnances quand même. Hein. Ouais, mais là c'est là-dessus qu'ils sont. C'est là-dessus qu'ils sont. Mais depuis le début en réalité, donc c'est pas nouveau. Là maintenant, c'est vrai qu'ils sont en intersyndical. C'est un enjeu anecdotique ou c'est un enjeu important? Non, c'est un enjeu important parce que la réalité, c'est que là, on est en train de parler de la carte
cartographie des représentants du personnel qui a eu pour objet, en 2017, de fusionner un peu tout cela, fort du constat qu'on devait dupliquer, tripliquer un nombre. Absolument, oui, non, mais ça, et c'est vrai que c'est pas très conforme avec ce temps qui s'accélère, on est dans une forme de rétrécissement du temps. Donc là, ce qu'ils mettent essentiellement en exergue, c'est que, dans le fond, il y a une forme de lévitation de ce comité unique, là, le CSE, qui, à force d'avoir toutes les activités ou les responsabilités, finalement se détache du terrain. Et notamment, la critique tournait autour à la fois du CHSCT, mais qui est aujourd'hui commué par un CSSCT, donc il n'existe pas dans toutes les entreprises, mais on peut le composer. Et puis, la disparition de ces délégués du personnel. Absolument, délégués du personnel. Pourquoi ? Parce que personne ne discute avec personne, et donc on se perd. Voilà, alors le thème, ça n'est pas dépourvu comment dirais-je, de pertinence, s'agissant de savoir si, dans le fond, on a bien les bons capteurs. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. On refait du vieux, là. C'est-à-dire que revenir en arrière, ça correspond à une époque, encore une fois, qui tourne autour de la figure de l'usine, en fait. Aujourd'hui, toute cette décomposition à laquelle on voudrait revenir, je ne suis pas sûre qu'elle restituerait l'image de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça va à toute vitesse. On n'a même pas parlé de l'IA générative. Non. Maintenant, sujet supplémentaire. On n'a pas le temps. On n'avait pas le temps. Non, mais on voit bien. C'est dans un contexte qui fait que tout ça, c'est trop à l'ancienne. C'est exactement ce que tu dis. Alors que le travail est en train et l'entreprise est en train d'exploser dans tous les sens. Oui, l'entreprise en poudre. L'entreprise en poudre, si tu veux, par exemple, très bien. Enfin, après, on peut juste la dire en réseau. C'est un peu plus élégant qu'en poudre. Mais enfin, on pourrait dire réticulaire aussi. Voilà, d'accord. Enfin, en poudre. On essaye, comme tu as parfaitement raison, de la ramener dans une usine, de la ramener dans un immeuble, de la ramener dans des ascenseurs, de la ramener avec un comité d'entreprise, un CHSCT et tout ça, et une cantine. Et ça ne marchera pas. C'est peut-être pas les bons fondements, en tout cas les bons ressorts, même si la cohésion est ce qui fait qu'on a affaire à un service organisé ou pas. Or, une entreprise, c'est éminemment organisé et c'est le lieu de toutes les innovations sociales, ou innovation tout court. Donc, il faut retrouver le moyen de donner du lien et du liant entre les personnes, lesquelles personnes s'estiment uniques et entendent le faire savoir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas réductible à l'autre. Donc, j'ai ma propre vision de moi-même en action. Je suis unique et il faut que mon unicité se fonde dans un collectif efficace. Absolument. Et donc, c'est juste retourner la proposition qui, dans le temps, faisait que tu te fondais dans une catégorie professionnelle avec une norme et, dans le fond, ce collectif s'emparait de toi. C'est radicalement différent. Emmanuel Barbara, donc, qui nous accompagnait, on reparle de tout ça dans un mois environ. Emmanuel, on fera ça avec Bertrand Martineau. On fera une émission complète sur le travail et sur la révolution du travail. Merci de nous avoir suivis. Demain, on parle immobilier, construction, logement. Et bonne soirée sur Bismart.